Aujourd'hui, l'échafaudage, on va dire que c'est un mécano géant. Le marché n'est jamais prêt pour une innovation. Très souvent, il faut un peu le brusquer le marché. Le métier, si on travaille comme il y a 20 ans, il est mort. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est la mort de l'entreprise. Donc il faut innover en permanence. Ou disparaître. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Ravi de vous accueillir au Studio 125. Aujourd'hui, eh bien c'est simple, on va parler de ce qui soutient littéralement nos villes et nos villages. On va parler d'échafaudage. Alors je vous prévenir, enchevêtrement de tuyaux, tout ça, pas du tout. Vous allez voir que, eh bien on n'était pas au fait de cette information, mais dans l'échafaudage, beaucoup de choses, beaucoup de technologies, et surtout des avancées très importantes. On a beaucoup de chance aujourd'hui puisqu'on a Eric Limassès, c'est le président de Layer France numéro 1. On ne peut pas faire mieux que ça. Bonjour Eric, sois le bienvenu. Bonjour Olivier, merci pour ton accueil. Écoute, tu es à la maison, fais ici comme chez toi. On va parler ensemble effectivement de Layer France, on va parler d'échafaudage, mais avant ça, si tu me le permets, j'aime bien savoir comment mes invités ont traversé cette vie jusqu'à te retrouver aujourd'hui ici, assis à ce fauteuil. Quel est ton parcours ? On va essayer de faire court. Ouais. J'ai 57 ans, Ouais. 4 enfants. Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours été passionné de voyage et de sport. Ok. Je travaillais un petit peu au tout début de ma carrière après un diplôme d'ingénieur en mécanique construction un peu en Amérique latine. D'accord. Et puis, je voulais conjuguer un métier de construction, de service et surtout, moi, j'adore développer. Ouais. Et donc, un métier qui était en pleine expansion. Et je suis tombé par hasard dans l'échafaudage. Alors, on en tombe par hasard. Comment ça par hasard? On y tombe par hasard, par un concours de circonstances. Par contre, on sait pourquoi on n'en sort pas. Ah, ok. D'accord. Ouais, ça t'a piqué ce truc. Ça m'a piqué parce que c'est un métier où tu travailles avec tous les corps d'État qui existent, Ouais. dans tous les secteurs. Tu apprends énormément de choses de tous les artisans que tu rencontres, l'industrie, l'événementiel. Et donc, c'est un jeu de construction passionnant. Et depuis toutes ces années, j'ai retrouvé la construction, le service. Et puis, sur ces dernières années, l'étranger, les voyages, puisque j'ai développé en Afrique des sociétés On en également. reparlera. On peut le dire. Layer, c'est une marque numéro 1 dans le monde. Qui est numéro 1 dans le monde, tout à fait. Combien de pays? 55. Ah, waouh. Ah oui, donc Ouais. on ne parle pas d'un petit truc. Non, c'est une grosse société. Un beau bateau. Pour que nos amis comprennent assez vite, d'ailleurs, j'ai codifié ce moment de l'émission. C'est le seul truc qui est un peu codifié de l'émission. Tout le reste, on s'en moque, mais celui-ci, il est un peu codifié. Ça s'appelle le pitch elevator. Pitch elevator, c'est quelques secondes, 20, 30. Ouais, si ça fait 35, on n'appellera pas la police. Hein. Mais pour que tu nous expliques ce qu'est Layer France précisément, il faut que ma fille de 10 ans et une grand-mère de 95 ans puissent comprendre ce que tu dis. Est-ce que tu es prêt à te soumettre au pitch elevator? Je vais essayer. Alors, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Layer, c'est un groupe familial qui est l'inventeur de l'échafaudage moderne, qui est le premier fabricant mondial. Et nous, Layer France, on est la principale filiale de ce groupe. On représente 10 sites en France, 220 personnes, si tu veux, 100 millions de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé dans la vente, la location avec le plus grand parc de matériel en France et surtout des services de formation, d'ingénierie, de software. On y reviendra. Voilà ce que c'est Layer en France. J'aurais pas pu faire mieux, clairement. Bon, on le dit, en France et dans le monde, sans échafaudage, rien ne se construit finalement. Comment tu définirais aujourd'hui la mission première? Parce qu'on en voit tous, mais la mission première de cet instrument, l'échafaudage. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un échafaudage. Aujourd'hui, l'échafaudage, on va dire que c'est un mécano géant. Tout le monde connaît les boîtes de mécano. Ouais. Nous, dans nos dépôts, on a tout un tas de pièces et d'éléments qu'on va assembler. Et tout est possible jusqu'à ce que ce soit la gravité qui le refuse. Donc, D'accord. grosso modo, C'est la limite du ça. système. C'est la limite du système. Donc, tu peux tout construire. Et donc, ça répond à toutes les demandes, que ce soit un architecte pour une expo universelle, que ce soit dans l'industrie pour les centrales nucléaires, que ce soit dans le bâtiment. Et ce qui fait la spécificité de ce qu'on essaye de mettre en place pour nos clients, c'est de leur apporter de la sécurité, parce que les chutes de hauteur, ça existe malheureusement dans ce métier. Ouais. Donc, puis il y a quand même malheureusement des accidents qui ont défrayé la chronique, que ce soit à Furiani, que ce soit à Saint-Nazaire, absolument, etc. bien sûr. Oui, bien Donc sûr. c'est un métier où la sécurité est très très importante. Et bien sûr, la sécurité ne va pas sans l'efficacité, c'est-à-dire la rentabilité, gagner du délai sur les chantiers. Ce que recherchent les chefs d'entreprise, c'est un outil qui leur permet de travailler, donc je répète, en sécurité, mais surtout d'aller vite, de travailler mieux. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec plein de solutions. D'aller vite, c'est-à-dire par exemple, parce que ça va découler sur une autre question, mais d'aller vite en montage par exemple aussi? En montage, en démontage, et puis en travaux. Parce qu'un échafaudage qui est bien fait, qui va être Ouais. très large,
on monte par des escaliers à des grandes plateformes. On peut travailler dessus. On n'est pas obligé de démonter, par exemple, une statue ou une vanne pour l'amener à l'atelier avec un transport, la réparer. On peut travailler directement sur l'échafaudage aujourd'hui. Donc, c'est ce qui permet aussi de gagner du délai de chantier. Bien sûr, mais c'est fou. On revient quelques secondes sur toi. On a enquêté un peu. Bon, pardon, hein. On te dit, allez, s'il y a 2 termes qui te caractérisent, touche à tout, c'est plutôt chouette, C'est pas mal ça. mais très impatient. Tu as des noms de ceux qui disent ça? Je vais m'avancer. Très impatient, mais est-ce que ça te confère cette certaine forme d'impatience, une envie d'aller plus vite dans ce marché-là, de bousculer, de casser un peu les codes de ce qu'il y avait? Je vais aller plus loin dans ma question. Quand j'ai travaillé cette émission avec les journalistes, clairement, j'ai vu des images de l'Air France. J'étais loin du truc. Je ne m'imaginais pas, d'ailleurs, on va vous mettre des images pendant cette interview. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de cette industrie, de ce truc qui va hyper vite, qui s'est miniaturisé, qui a mis de la techno dedans? C'est cette impatience qui t'a conduit à développer tout ça? Bah, en fait, je ne sais pas si c'est de l'impatience ou l'envie d'aller vite. Ouais. Moi, les trains qui arrivent à l'heure, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers des nouveaux développements, des nouvelles choses. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est la mort de l'entreprise. Donc, Ouais. il faut innover en permanence, Innover ou il faut disparaître. avancer. Et puis surtout, ça permet de tirer les équipes, de les motiver. Alors, des fois, ce n'est pas toujours facile parce que ça va des fois un peu vite. Ouais. Il faut prendre le train. Mais tu disais que l'échafaudage, c'est quand même un métier de niche. On a tous l'image de l'échafaudage plus ou moins bien monté sur une façade d'une Ouais. rue, etc. Ouais. Mais l'échafaudage, il y en a partout. Il n'y a pas longtemps, on a fait les JO. Le studio télé sur le toit du Trocadéro, on l'a fait avec des nouveaux produits en aluminium. Les tribunes, les supports écrans, les fan zones, etc. Tout ça, c'est de l'échafaudage. Et donc, on en trouve partout. Dans le cinéma, tous les décors de bâtiments derrière, c'est de l'échafaudage. Pour construire les bateaux à Saint-Nazaire ou l'Airbus à Mais il y en a 380. partout, tu as raison. Il y en a partout. Et souvent très, très spécifique, très technologique, on y reviendra. Et donc, c'est un métier, on n'est pas arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire encore. Alors justement, on y vient parce que tu as raison, il faut en parler. Comment on passe de l'inconscient collectif, pardonne-moi le terme, c'est un peu péjoratif, mais du tas de tuyaux, truc, à finalement, tu as raison, un concentré de technologie, quoi. Bah, en fait, l'échafaudage, ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Il a toujours fallu construire, donc il a toujours fallu s'élever. Ça a été en bois jusqu'au 19e siècle. Après est arrivée la révolution industrielle, l'acier Ouais. est arrivé. Et donc, on va dire que jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était du tube et du collier. Donc, c'était que des tubes avec des colliers qu'on assemblait. D'accord. Très laborieux, on coupait les tubes. Ça existe encore hein, dans Ouais, c'est beaucoup pas de très pays. agile, quoi. C'est Pas un- très agile, Ouais. mais bon, ça coûte pas très cher. Ça existe encore dans beaucoup de pays, d'ailleurs. D'accord. Hein. Et est arrivée la révolution avec des systèmes qui s'emboîtaient les uns aux autres. Et dans les années 60, Leyer a créé le multidirectionnel, c'est le mécano. Aujourd'hui, c'est un disque, c'est des pièces qui s'adaptent avec une clavette. Ça va très vite à monter. Et surtout, on peut faire tout type de construction dans tous les sens. Des ronds, des carrés. On peut monter en hauteur, on peut monter jusqu'à 100 mètres en échafaudage. Il y a juste des calculs de charge, mais Ok, d'accord. en fait, quand tu sais construire un bâtiment, quand tu construis un échafaudage, tu le calcules et tu le justifies de la même façon. C'est une construction temporaire, Ouais. qui peut durer plusieurs années, Bien sûr, mais bien qui sûr. se justifie de la même manière, mais qui a des possibilités énormes. Vous, chez Layer, vous avez multitude de références. Vous vous adaptez à chaque truc, à chaque chantier, à chaque client. Vous adaptez une solution. En fait, nous, chez Leyer, ce qui fait C'est aussi une sorte de notre force, sur-mesure, quoi. en fait, on a une force, on a plein de gammes différentes. Tu comprends Ouais. bien que dans l'industrie, pour une raffinerie, pour une centrale nucléaire, pour les tribunes ou d'un festival de musique, c'est pas tout à fait les mêmes produits. Ouais. Et pourtant, nous, on a exactement la même gamme et notre grande force, c'est la modularité. C'est-à-dire que tous nos produits s'assemblent entre eux. Ils s'assemblent entre eux à l'instant T, aujourd'hui, toutes les gammes. Une interconnectivité entre les... Tous montent, ouais, exactement. Mais sauf que, je dirais, si on regarde une horizontale, c'est l'instant T, mais en vertical, dans la temporalité, tout ce qui s'est fabriqué chez Leyer depuis les années 50 Incroyable. jusqu'à aujourd'hui sont compatibles. Dire qu'on va sortir une nouvelle gamme, on en sort régulièrement, et on est les seuls à faire ça. Ouais. Et ce que tu as acheté il y a 20 ans, ce Ça que ton marche. père a acheté il y a 30 ans, c'est compatible avec ce que tu achètes Incroyable, aujourd'hui. j'adore. Mais c'est le respect du client. Et puis une certaine forme de conscience de la durabilité des choses. Mais il faut que le échafaudage soit pérenne, puis c'est des investissements assez lourds quand même. Donc, si on te dit tous les 10 ans, tu changes de gamme, comme ta connectique de ton téléphone portable, sûr. c'est chiant. Ah ouais, c'est On sûr. est d'accord. Et là, non. Là, tu es toujours
compatible et tu peux utiliser. Nos matériels, ils durent 30 ans minimum, donc tu peux garder ce que tu as acheté Génial. précédemment. Ah, génial. Et ça fait aussi, pour ça que nos clients nous suivent. Et ça, c'est dans l'ADN de la boîte. C'est l'ADN de la boîte. En fait, l'ADN de la boîte, c'est votre réussite, c'est la réussite Layer. On ne peut pas réussir sans que nos clients réussissent. J'adore. Ah, non, mais c'est assez visionnaire. Parce qu'on parle de durabilité et des choses comme ça, c'est des choses qui n'étaient pas des valeurs qui étaient très ancrées il y a 20-30 ans. C'est quoi. tout récent. On Bah ouais, parle c'est de clair. RSO maintenant, mais elle existe chez nous depuis très Incroyable, longtemps. j'adore. Très longtemps. Ouais, j'adore. Chaque chantier, on l'a dit, est différent. Je voudrais que tu parles, effectivement, ça réduit aussi, on l'a vu, de la durabilité, mais ça réduit aussi la pénibilité. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les RH, la pénibilité du travail. Comment les nouveaux échafaudages 2.0, ça peut réduire la pénibilité? Bah, ça, c'est un point qui est très très important et qui va rejoindre un peu le domaine de la RH. Ouais. Il nous faut du personnel parce que c'est un métier dur, un physique, il faut monter du matériel. Aujourd'hui, si on veut trouver des jeunes qui rentrent dans nos métiers, il faut que le métier soit moins pénible. On ne peut pas travailler comme il y a 30 ans. Et donc nous, on travaille aujourd'hui, par exemple, nos nouvelles gammes, c'est avec des aciers à haute limite élastique. On est les seuls à faire ça. Refais-moi ça, des quoi? Des aciers à haute limite élastique, c'est-à-dire qu'ils ont... Ça fait beau, hein. J'adore. Mais en tout cas, c'est des aciers qui sont plus légers, plus résistants. Donc, ça permet d'aller plus loin dans les capacités d'échafaudage. Mais par contre, ça fait des échafaudages qui sont plus légers. Donc, les pièces, c'est plus facile à mettre en œuvre. On a aussi beaucoup d'aluminium, on a du composite dans les matériaux. Donc, et puis, avant, on prenait le matériel, on le montait à la main. Maintenant, on essaye de motoriser au maximum le matériel. De toute façon, c'est une évidence. Le métier, si on travaille comme il y a 20 ans, il est mort. Il n'y aura plus personne qui voudra venir travailler dans nos métiers. Donc, il faut mettre de la technologie et puis un peu de fierté aussi dans le fait de construire, parce qu'on aime bien être fier de ce qu'on a fait toute la journée. Non, mais oui, bien sûr. Tu parles de techno, effectivement, la techno nous rattrape dans tous les corps de métier. Là. Quelle place a chez vous, par exemple, la modélisation 3D, le BIM? Comment ça marche chez vous, ça? Aujourd'hui, c'est essentiel. Nous, on a attaqué ce tournant, ce virage il y a 20 ans, avec les premiers logiciels qui permettaient, comme un jeu vidéo, tu crées ton bâtiment, ta façade, et puis l'échafaudage, il se fait instantanément dessus. Automatiquement, tu as ton plan. Alors maintenant, ça a évolué. Et maintenant, aujourd'hui, le premier point, c'est un instrument de vente pour nos clients. C'est-à-dire qu'on leur donne nos logiciels. Et ben, ils prennent une photo du bâtiment qu'ils ont à ravaler pour leurs clients. Ils le mettent dans la machine. L'échafaudage, il sort en 3D réaliste. Ça sort une photo. On a l'impression que c'est une photo du chantier. Mais ça, déjà, pour vendre, pour proposer, c'est génial. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est, on va dire, l'avant-chantier. Une fois après, il a le chantier, et ça se transforme ensuite une sorte de, on va dire, maquette numérique. D'accord. On entend parler beaucoup du BIM, etc. aujourd'hui. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette maquette numérique, elle permet aux différents corps d'État de travailler, de faire le chantier en virtuel, comme dans un jeu vidéo. Incroyable. C'est SimCity, tu construis ton échafaudage. Tu as le facteur temps qui fait l'évolution du chantier pour voir s'il n'y a pas des interactions néfastes ou à la bonne programmation des travaux, tout ce qui se passait. Et le but, c'est qu'en amont, tu aies résolu tous les problèmes. Et quand tu mets ta première pièce, parce que l'échafaudage arrive le premier sur le chantier en général, quand tu commences à mettre ton premier pied d'échafaudage, tu as déjà résolu, tous les corps d'État ont résolu les problèmes, et du coup, là, ça déroule. Quoi. Il peut pas y avoir, en gros, il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise. Beaucoup moins. Et ça, on en est au balbutiement. On fait, par exemple, on vient de terminer le chantier Frozen sur Disney, qui va être inauguré bientôt. Donc, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, voilà. Il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur cette info quand même, la Reine des Neiges. Peut-être mettre la chanson, non? On va mettre la chanson. Non, mais en tout cas, on a fait le chantier comme ça, et ça a permis de tenir les délais du chantier et d'arriver à quelque chose de très performant. Et là, on sait que le délai, c'est capital chez vous. Imaginons à Disney, s'ils doivent décaler l'ouverture de... C'est pas possible. Ça va être ça, Arthur, là. C'est évident, c'est évident. Je vais ouvrir un passage avec toi sur le marché. Et tu as eu la gentillesse quand on a préparé cette émission, de nous parler d'un moment de ta vie ultérieur, d'un projet qui était arrivé un peu trop tôt par rapport à son marché. Ma première question, c'est est-ce que ce marché-là est prêt pour toutes ces innovations technologiques? Et juste de nous raconter ce lancement peut-être un petit peu trop en avance que tu as vécu. Alors, je dirais, le marché n'est jamais prêt pour une innovation. Souvent, il faut un peu le brusquer. Il y a un peu de friction encore. Voilà, il faut le brusquer. En fait, comment ça se passe? Tu as des tendances, tu te dis ça, ce serait une bonne idée. Est-ce qu'il y a un peu d'argent pour payer cette innovation parce que ça coûte cher? Et je vais te donner deux exemples différents. Il y a 15 ans, on s'est dit, ce qui est lourd dans l'échafaudage, c'est les planchers qu'il faut mettre. Donc, en plus, c'est à hauteur d'épaule. C'est pénible. Donc, c'est pénible et tout.
On a créé le premier plancher composite, il y a même plus de 10 ans d'ailleurs, un plancher composite qui était plus résistant que les planchers en aluminium, donc qui est situé entre acier et alu. Super produit, en plus orange, un peu translucide, un peu esthétique, Funky, un peu etc. sympa, ok, Voilà. ouais. Trop en avance. Quelques Ah, ok. entreprises trop en avance. Au niveau de la réglementation européenne, il n'y avait rien sur le composite, donc personne n'a voulu jouer le jeu là-dessus. Et donc, c'est une frustration pour les équipes, hein. Je peux te dire Parce que que le truc, il marche. Tu le sais que c'est truc bon qui pour moi. marche, il y a des clients qui en ont acheté, ça marche super bien, etc. Mais on n'a pas pu le faire certifier parce qu'il n'y avait pas la réglementation européenne qui existait. On était même en avant justement de la certification Ouais, européenne. Et donc ça, c'est une grosse frustration pour les équipes qui ont mis Tu m'étonnes. de l'énergie, etc. Donc ça, c'est le truc qui n'a pas marché. Peut-être qu'on le ressortira quand ce sera prêt, mais Attends, juste je m'arrête là-dessus parce que le truc n'a pas marché. La boîte et toi, vous êtes dans quel état d'esprit quand tu as investi de l'argent, du temps, du truc, du cerveau, tu es convaincu de ton truc et le truc ne fonctionne pas. Déjà, comment tu arrêtes le truc en disant bon, allez, on est trop en bah, avance et on arrête. Et dans quel état d'esprit tu es? moi, on va dire que je suis un éternel optimiste. Donc, Ça va aller. donc déjà, c'est bien. Moi, j'ai vu la chose à l'envers. Je me suis dit, c'est pas grave, ça n'a pas marché, mais ça fait parler de nous, parce que dans Ouais. la presse, tout le monde en a Ouais. parlé. Et donc, ça a continué à donner une image de layers de société qui innovent. Tant pis, on n'a Ok. pas le chiffre d'affaires, mais on a l'image, Ils on étaient a un la peu en réputation. avance, pas grave. Voilà. Ok. Et puis là, je parle d'une autre innovation qui est assez récente. Ça fait des années qu'on a des problématiques de l'échafaudage chez de l'acier. Quand tu es à côté d'un local batterie, d'une ligne électrique, etc., tu as des problèmes d'arc électrique. Ah oui. Donc c'est très dangereux pour les utilisateurs. Donc tu mets les échafaudages à la terre, mais ça ne marche pas toujours bien, etc. D'accord. Ça fait des années qu'on se dit, il faut qu'on crée un échafaudage aussi résistant, mais qui soit isolant électriquement. Et donc on a trouvé la solution il y a 2 ans. On a fait un échafaudage qui s'appelle l'Isolarc. Ouais. En fait, on a un revêtement, il y a un peu une poudre de perlimpinpin polymère sur l'échafaudage, mais même sur les écrous surtout. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser de la même manière. Tu as une file pellicule et tu approches une ligne électrique de 80 000 volts à 20 cm, il n'y a pas d'arc. Incroyable. Et ça, on commence en vente en centrale nucléaire, dans les usines Tesla aux États-Unis pour les locaux batteries parce qu'il y a des problématiques. Et ça, je suis super content. Alors, c'est un marché de niche aussi, hein. Ouais. Mais par contre, ça marche. Et là, on est dans le bon tempo, le bon produit, et ça se vend. Donc là, ça, c'est la réussite. Ça. Bon, j'adore. Je voudrais qu'on fasse un focus parce que ce qui nous a à la rédac un peu marqué dans les produits, c'est Unisafe. Parle-nous de ce concept. Parle-nous de ce produit. Alors ça, c'est une belle réussite. Je suis content qu'on en parle. En fait, dans l'échafaudage, il faut savoir qu'on demande à ce qu'on travaille en protection collective, c'est-à-dire que, tu vois, ça se monte plancher par plancher. Ouais. Et quand tu arrives on arrive au niveau supérieur, on était au vide, il fallait mettre le garde-corps et donc on avait toujours le risque de chute. Donc il y a 20 ans, on a les organismes de prévention, hein, à juste titre, ont demandé à ce qu'il y ait un garde-corps avant qu'on monte au-dessus. Comme ça, quand le gars il monte sur son plancher, il est déjà protégé, Absolument. il continue son montage et tout. Et ça, c'est top. Sauf que c'est des éléments très longs, très lourds, très encombrants. Tout le monde dans la profession, on a les mêmes. Oui, mais moi, il fait 500 grammes de moins, mais moi, il est comme ça. Vraiment, c'est la bataille, mais bon, bref. La petite guéguerre La interne. petite guéguerre. Okay. Et nous, on a trouvé un produit qui permet d'enlever ces grands garde-corps. C'est une révolution dans la protection collective. Cet échafaudage, il est aussi résistant que ce qu'on faisait avant, mais il est plus rapide à monter, il est plus léger, il est 40% moins encombrant. Donc, tu mets tout dans la camionnette, alors qu'avant, il fallait un camion avec un bras de grue pour décharger l'échafaudage et tout. Il coche toutes les cases. Incroyable. Et moi, pour ma façon, j'ai 2 façons de voir si ça marche un produit, si c'est le bon produit. Ouais. Le premier, c'est ça se vend. Alors, effectivement, ça marche. Alors, ça peut se vendre aussi parce qu'on a une réputation, etc. Ouais. Le deuxième, le meilleur, c'est qu'il commence à être copié par tout le monde. Et là, je me dis, c'est qu'on a le bon produit. Mais j'imagine que des produits aussi techno que ça, il y a quand même une marche à l'entrée quand même. Il y a une marche à l'entrée, on a de l'avance, on n'a pas les mêmes aciers, etc. Mais déjà, quand tu dis, les confrères, ils commencent à se dire, il faut y aller, c'est qu'on est dans le vrai. Ça se vend, dans le vrai. Tu vois, je suis positif. Hein. Je ne vois pas ça comme négatif. J'ai une question perso, moi. Tu sais, je suis, comment on appelle ça, responsable de copro dans mon immeuble là. Bon, et on a un sujet ravalement en ce moment, d'accord? Donc on a fait des devis avec des mecs qui font des ravalements pour les façades d'immeubles. Et ben un des postes les plus importants, c'est l'échafaudage. Ça coûte assez cher. Dans le truc, c'est un poste important. On se dit que toutes ces avancées, tous ces trucs-là, est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir un peu moins cher parce que moins lourd, parce que moins truc? Est-ce que ça prendra un peu moins de place, ces innovations? Est-ce qu'on peut aller vers un prix qui va descendre un petit peu ou pas du tout? Non, en fait, on va faire du plus performant, du plus rapide, du plus tout ça, donc ça sera peut-être un peu plus cher.
Alors, ça sous-tend deux questions. Ouais. Ta question d'abord, c'est pour l'entreprise qui investit dans l'échafaudage. D'abord, ce n'est pas une charge, pour moi, c'est un investissement. Ouais. C'est un outil de rentabilité, sauf si tu achètes des marques low cost qui vont durer 2, 3, 4, 5 ans. Mais un échafaudage, il va durer 30 ans. Donc l'échafaudage, la boîte qui achète, eh ben, elle investit, elle amortit sur 6 ans et après, elle a un parc de matériel, c'est du rentable. Ok. Maintenant, le post-échafaudage sur un chantier, alors c'est vrai que ravalement, ça va très vite, donc le post-échafaudage est lourd parce que c'est un chantier qui va durer 3 mois. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le même poids du post-échafaudage que s'il dure 2 ans. Absolument. Alors, voilà. Ouais. Donc sur du ravalement, c'est un poste qui va devenir qui est important. Je ne suis pas certain que le prix va baisser du post-échafaudage, mais le coût global du chantier devrait diminuer parce qu'en fait, on a un transfert des coûts entre les autres corps d'État sur l'échafaudage. Je disais tout à l'heure, par exemple, je prends l'exemple des pierreux, quand ils travaillent sur une cathédrale, une église, il y avait un coût important, c'était démonter des pierres, les descendre, les amener à l'atelier, les retailler, etc. Donc ils avaient un coût pierre très important. Je schématise. Maintenant, comme on fait des échafaudages plus larges, ils travaillent directement dessus. Donc, eux, le coût pierre a diminué. Ils n'ont plus le transport, etc. Le post-échafaudage a augmenté. Ok, j'ai tout à fait compris. Alors, petite question pratico-pratique. Les gens qui nous regardent, ils disent, mais en fait, c'est cette boîte-là que je veux, moi. Ils t'appellent, vous dealez, vous êtes tapé dans la main. À partir de ce moment-là, comment ça marche, tout ça? En fait, Layer, on est présent partout en France. Donc, pas de trou dans la raquette, ça couvre bien le territoire. Exactement. On a 10 centres de profit qui sont à chaque fois un mini siège social où tu as un dépôt de matériel si tu veux acheter du matériel. D'accord. Si tu veux louer du matériel, on a le plus grand parc de location en France. On a 50 000 tonnes de matériel partout en France. Génial. Donc tu peux venir louer. Tu as un bureau d'études pour t'aider, pour faire le plan de ce que tu as besoin. Et puis, si tu as besoin, par exemple, d'avoir des monteurs, alors sur Paris, on a une filiale de montage qui s'appelle Échafaudage Service. D'accord. Et partout en France, parce qu'on ne veut pas concurrencer nos clients, on a des partenaires. Donc en France, on a 200 partenaires, loueurs, monteurs. En général, quand c'est un petit échafaudage, tu vas le monter toi-même. On a une école de formation pour te former, pour que tu aies ton diplôme de monteur et tu montes. Puis si c'est l'église du village ou autre chose, tu fais appel à une société spécialisée parce que là, il y a d'autres contraintes, etc. Et tu te concentres sur ton métier. Donc, tout est possible. L'école de formation, par exemple, on forme 600 personnes par an sur la réception, le montage, l'ingénierie, voilà, pour qu'en fait tu sois tranquille, tu as tes diplômes, c'est des petites formations, et au moins tu peux t'assurer et te concentrer sur ton métier. On le disait tout à l'heure, et tu m'insistais, tu as raison, bureau d'études, formation. En fait, vous faites tout l'arc des services possibles autour de l'échafaudage. Pourquoi c'est important pour vous de maîtriser la chaîne de bout en bout? En fait, nous, on a pris un virage il y a une vingtaine d'années. On s'est dit, c'est vrai, on a un produit premium, mais la guerre du produit, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on s'est dit, le produit, tout le monde se bat sur le produit, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le service. Qu'est-ce que tu amènes à ton client? On est absolument d'accord. Et c'est ce qui a fait aussi notre réussite et notre développement. C'est-à-dire qu'en fait, le couvreur, le charpentier, le maçon, lui, son job, c'est pas de l'échafaudage. Lui, c'est la maçonnerie, la couverture, etc. C'est un instrument, un outil, quoi. C'est une sorte d'outil, mais qui est soumis à de grosses contraintes réglementaires, qui est de plus en plus strict, etc. Donc nous, notre métier, c'est de donner à nos clients tout le savoir-faire dont ils ont besoin pour monter en sécurité leur échafaudage, ou le faire monter par nos partenaires loueurs monteurs, si c'est compliqué. Et donc, on leur donne des logiciels pour gérer leur stock, des logiciels pour faire le plan automatique de calcul, le dossier pour le préventeur ou l'inspection du travail qui va passer, etc. Le but, c'est que ce savoir-faire qu'on a, nous, on n'en reste pas les seuls propriétaires, on le distribue pour que lui puisse se concentrer sur son corps de métier. Trop bien. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est ça la réussite d'une société. Et là, on est dans du partenariat, on n'est pas fournisseur. On est dans un partenariat gagnant. Du savoir en plus. Exactement, on les fait monter en compétences, Génial. On achète en même temps leur fidélité, parce qu'à un moment donné, quand tu as un bon partenariat, ça marche. Pour ça que nos clients sont fidèles et ça continue. Et on est toujours dans l'histoire, tu réussis, je réussis. C'est la base et c'est l'ADN encore de l'Air France. On va faire un petit focus RH, si tu veux bien. Parce qu'on parle d'outils depuis tout à l'heure, de produits, de choses comme ça, mais l'Air France, c'est résolument aussi une boîte extrêmement humaine, finalement. Tous les métiers ont été chahutés, télescopés dans le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que c'est toujours difficile de recruter? Et 2, qu'est-ce que vous faites une fois qu'on a les bons gars, qui sont bien techniques, qui sont bien formés, comment on fait pour les retenir chez l'Air France? Olivier, j'adore cette question parce qu'elle est essentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, tous mes confrères qui ont des sociétés, on se dit la même chose,
Le business, c'est pas la priorité, c'est le RH. Aujourd'hui, nos difficultés, c'est trouver du personnel, les Ouais. garder, leur donner envie, et on passe beaucoup de temps là-dessus. Alors, nous, on a une difficulté chez Layer et un avantage. La difficulté, c'est que des gens tapent à notre porte, on dit « je cherche un job ». Parce que l'échafaudage, comme tu le disais tout à l'heure, personne n'y pense. Je t'avoue, c'est pas sexy sur le papier. Oui, Maintenant que tu nous exactement. en parles, c'est génial. Ah oui. C'est plein de techno, plein de tout J'espère ça. qu'avec cette vidéo, ça va donner envie Mais ça va aux gens de devenir venir. sexy, c'est clair. Ouais. On va être submergé de demandes. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est cette difficulté, c'est d'amener les gens à venir nous consulter, de voir ce D'accord. qu'on fait. Venez voir ce qu'on fait. Donc, du faire savoir. Faire savoir. Ok. Après, notre avantage, c'est que on a très peu de turnover. Les gens qui rentrent chez nous, on est 220. Je pense que l'ancienneté moyenne, c'est 14 ans. Oh, ok. On a très peu de turnover parce que quand on rentre dans la marmite, on n'en sort pas, quoi. Comme toi, piqué Pareil, quelque part. on est piqué, voilà. Ouais, puis au-delà de ça, il ne s'agit pas de dire aux gens vous allez rentrer dans une boîte d'échafaudage. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a de la formation, de la R&D, des avancées technologiques, il y a 1000 trucs à faire. Donc, on peut presque faire carrière chez On les fait carrière. Alors maintenant, quelles sont les recettes pour garder les gens? Parce que c'est pas juste l'échafaudage. C'est parce que, aujourd'hui, surtout avec les jeunes générations qui arrivent, hein, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner du sens. C'est-à-dire qu'en fait, Bah oui. les gens sachent pourquoi ils travaillent. Donc chez nous, on est assez transparent sur comment marche la société, D'accord. etc. C'est effectivement donner de la visibilité sur l'évolution. Nous, on a beaucoup de promotions internes. On a des gens qui sont entrés manutentionnaires, qui sont aujourd'hui responsables grands comptes. Génial. Donc ça, et moi, Et c'est le porte-drapeau de la boîte. et ça, c'est top d'avoir de la Bah oui. promotion interne, c'est très très bon. Et puis, donc voilà, on a des programmes d'onboarding. Et puis, on peut passer du technique. Quand je suis rentré chez eux, je suis rentré à la direction technique, avant Ok. de passer à la direction générale et la présidence. Donc, il y a des passerelles. L'important, c'est, moi je dirais, on va juger les gens non pas sur ce qu'ils ont comme diplôme ou comme compétences à l'entrée, parce que ça, on peut les apporter en interne. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envie, Passion, le ouais. courage, Ok. la passion. Ouais. Et puis tout est bon. Après, les gens ont des idées, on les prend pas. C'est comme ça que. Mais la réussite, elle est collective. Et c'est pour ça qu'aussi, on a une grande politique de redistribution chez nous, parce que la réussite de Layer, c'est la standardiste, ça va être le gars au dépôt, ça va être tout le monde, chaque maillon fait que, au final, la chaîne, Mais elle c'est un tient peu ce quoi. que tu dis depuis tout à l'heure. T'es gagnant, on est gagnant. Exactement. Ça marche pour les Et ça, collaborateurs. et les gens, s'ils le sentent, ils le savent, et voilà, ça continue. Je dis pas que c'est toujours facile tous les jours. C'est une boîte. C'est une boîte. Mais voilà, c'est le principe. Alors, on le voit, la pénibilité au travail, sujet central, fondamental, tout ça. La durabilité. Qu'est-ce que vous faites pour ce sujet-là? En fait, ça rentre maintenant dans notre politique RSE. On a depuis quelques temps été labellisé avec EcoVadis, hein, tu vois un peu Ouais, avec absolument. une médaille d'argent. Aujourd'hui, la durabilité, elle est surtout sur certains produits. Je vais te donner 2 exemples, Ouais. si tu veux. Le premier, c'est, il y a une dizaine d'années, les industriels nous ont dit, il y a du bois sur les échafaudages, il y a des risques d'incendie, etc. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on consomme comme bois chaque année? Tu vois, c'est les forêts, etc. Ouais. Il faut trouver ça. Et maintenant, aujourd'hui, les échafaudages, il n'y a plus de bois. C'est-à-dire que les planches sont remplacées par des planches acier. Les cales qu'on met au sol pour poser l'échafaudage aujourd'hui, c'est des cales en plastique, en composite recyclé, du plastique recyclé armé. Par exemple, sur les cales, on économise 20 tonnes par an. Incroyable. Donc vraiment là-dessus, Donc, au niveau... Layer, plus de bois. Plus de bois, du composite. Voilà, on essaye d'avoir quelque chose qui dure dans le temps, qui est pérenne, qui est vertueux. Voilà, cherchez le mot, qui est vertueux. C'est vertueux. Donc, du coup, tu disais valeur de la boîte, tout le monde gagne, tout le monde gagne. Donc maintenant, dans ces valeurs-là et dans l'ADN de la boîte, il y a aussi la durabilité qui rentre. Durabilité. Et le deuxième exemple que je vais te donner, parce qu'en fait, nous, on est très consommateurs d'acier. Qui dit acier, dit carbone. Donc le bilan carbone à l'usine, il est... Et on vient de sortir un nouveau plancher, le premier plancher d'échafaudage fait à base d'acier recyclé. On vient d'avoir un mat d'or là, qui a été décerné ce mois-ci. Et donc ce plancher, on achète aux aciéristes qui étaient un peu réticents de l'acier recyclé, et ce qui permet de diminuer ton bilan carbone. Donc on a des gros donneurs d'ordre comme ça peut être Total, Bouygues, etc., qui ont besoin de faire réduire leur note carbone. En achetant ce produit-là, ils réduisent leur impact carbone sur leurs activités. Donc ça fait aussi, c'est aussi un service qu'on donne à nos clients. Ok. On va voyager un peu parce que, écoute, tout ça c'est bien, mais tu parlais tout à l'heure, Layer développement Afrique. C'est un gros chantier là. Quelles sont les spécificités de ce marché-là? Alors, il faut se remettre un petit peu en arrière. Moi, quand j'ai pris la présidence en 2011,
Moi, mon constat était simple, je veux dire, la France, c'est un marché mature. Où Ouais. effectivement, tu veux développer, tu vas un peu piquer dans la gamelle du copain, etc. Donc, voilà. Et il n'y a pas beaucoup de produits de niche, de secteurs de niche, même s'il y en a encore un peu. Mais si on veut se développer, il faut aller Le chercher marché est ailleurs. fait. Ouais, Le voilà. marché est fait. Ok. Donc, il faut aller. Et donc, moi, j'ai dit tout à l'heure des appétences pour le voyage. Je me suis Ouais. dit, allez, on va aller en Afrique parce que c'est un terrain vierge. Et le groupe m'avait laissé libre carte. Donc, on a commencé par le Maroc. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on est implanté au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria. On travaille au Congo, en Ah Angola. ouais. Donc, toute la partie Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, D'accord. sur lequel on a mis ou des filiales ou des implantations Qui est partenariales. un marché qui ressemble à celui qu'on avait il y a combien de temps, par exemple? On va dire que le Maroc, c'est un marché il y a 40 ans, Ah ouais. mais aujourd'hui, il y a 10 ans, qui a rattrapé. Incroyable. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'échafaudage moderne, il n'y avait pas de métier d'échafaudeur, ça n'existait pas. C'était chaque corps de métier monter son échafaudage, mais aujourd'hui, ça rattrape à une vitesse Incroyable. exceptionnelle. Surtout le Maroc, il est en plein développement, mais c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire, ça va être la Super. même chose pour les autres pays. La difficulté qu'on a, nous, c'est que le coût du travail n'est pas le même. Donc, quand tu dis en France, moi, mon échafaudage, vous allez le monter 30% plus vite, donc vous allez gagner sur le temps de main-d'œuvre, là-bas, ils s'en foutent. Ça coûte rien, la main-d'œuvre. Ouais, C'est ouais. pas le sujet. Ouais. Quand tu dis la sécurité en hauteur dans certains pays, la valeur droits de humaine, l'homme, malheureusement, ouais. c'est pas la même. Donc, Ouais. il faut trouver d'autres arguments. D'accord. Donc, ça, c'est là où il faut revoir. Par contre, là où ils sont friands, nous, dans chaque pays, on installe une école de formation. On commence par ça. Une école de formation, on crée un Donner métier, les savoirs. on amène du savoir, et ça, ils adorent ça. Bah, ouais. Et donc, du coup, après, le métier en découle. Et là où on a des difficultés, c'est que c'est des métiers, c'est des pays où la sécurité financière et la sécurité physique, parce que certains sont C'est instables. fragile, quoi. Là, il faut être vigilant quand même. Ouais, c'est fragile. C'est pas facile. Moi, je dis tant mieux, mais c'est pas facile et il faut bien gérer ce qu'on met comme actif. Parce que nous, le principe, c'est on arrive, on s'installe, on prend une équipe locale, on met un dépôt, on achète du terrain. Il faut être local. Et puis, en fait, moi, j'aime pas le principe de j'arrive, je prends du business et je m'en vais. J'aime bien le truc. Je prends du business, d'accord, mais je crée de la richesse, je et de crée de la valeur richesse là-bas. Voilà, Bien sûr. et c'est ça aussi. On est toujours c'est dans le tout à votre gagnant-gagnant. honneur, hein, On est chez les toujours dans le Airfast. gagnant-gagnant. Hein. C'est le même principe, quoi. Allez, on a voyagé. Maintenant, je te propose de faire un voyage vers le futur. Ça ressemblera à quoi l'échafaudage? Allez, au moment où on tourne cette émission, on est en 2026. Allez, en 2036. Dans 10 ans, comment ça marche le truc? Ça, c'est Déjà, layer est où? Qu'est-ce que tu as dans la tête et comment tu vois les choses? Parce que 10 ans, c'est loin. Hein. Ouais, c'est loin, mais c'est demain, en fait. Et en fait, Mais t'es impatient, toi. oui, non, mais 2036, on commence déjà à travailler sur les projets qui verront D'accord. leur D'autres fruit en marchés 2036. ouverts? Alors, je ne pense pas que ce soit sur des marchés. Je pense que ça va être déjà, sur le produit en lui-même, toujours plus léger, plus facile à monter, etc. Ça, c'est pour avoir la main-d'œuvre qui va bien derrière. D'accord. Mais je pense que la grande évolution, elle est sur tout ce qui est autour de l'échafaudage, donc la gestion du stock, les études, etc. Et donc là, c'est beaucoup de numérique et beaucoup d'IA. Alors, on le met à toutes les sauces, l'IA. Je voudrais refaire un petit retour en arrière, mais l'IA, dans l'IA, il y a la data analyse et il y a vraiment l'intelligence. Par exemple, nous, on a déjà commencé à travailler sur des systèmes prédictifs. Moi, ma problématique, c'est mon client qui me demande dans 6 mois du matériel, est-ce que je l'ai, est-ce que l'usine a fabriqué, etc. Si j'attends le coup de fil pour me dire il me faut 1000 tonnes de matériel dans 2 semaines, je suis un peu sec, quoi, si je suis dans une période de tension. Donc, on travaille sur des modèles prédictifs qui nous permettent de savoir dans 6 mois quelles seront les demandes. Et donc ça, c'est 80% de data analyse sur tes 10-15 ans d'ancienneté. Donc ça, on sait faire. Et on va dire 10-20% d'intelligence artificielle qui va créer des modèles, à partir de modèles mathématiques, de prédiction pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'anticipe en termes de type de pièces, etc. Donc là, on travaille déjà là-dessus. C'est les gars de R&D chez vous qui Alors ça, on travaille aussi avec des startups en France, parce que là, c'est du high level. Hein. Tu as des petits jeunes férus de mathématiques, il faut les suivre d'ailleurs. Mais c'est intéressant, quoi. Ouais. Et en fait, c'est le début. Et l'IA, c'est compliqué parce que autant ça peut être un danger pour les entreprises et pour le personnel, Bien sûr. autant c'est formidable de se dire tout ce que ça peut faire. Donc aujourd'hui, on est toujours en train de se dire, d'ailleurs, c'est les articles que tu vois dans la presse. Jusqu'où on ouvre la vanne, quoi. Jusqu'où on ouvre la vanne. Et puis, quand tu regardes la presse, tu as d'un côté les mauvais effets de l'IA et les bons côtés. Bien sûr. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait. Mais on est qu'au début, on est qu'aux prémices de ce qui est possible de faire. Ça doit être passionnant d'être dans tes chaussures à ce moment précis de l'histoire dans ton marché. Parce que tu es un peu à la croisée des chemins. Tu as un truc que tu le dis qui est très établi finalement. Ça y est, on connaît, on sait faire. À
vers où on va aller et tu es pile à ce moment-là de réflexion et de recherche là-dessus, quoi. Ouais, et puis les modes constructifs aujourd'hui, tout le monde se dit c'est une évidence que pour monter un échafaudage, il faut des hommes qui empilent des. Ah ouais? Bah, c'est Bah, pas je dis forcément non, une bah non, évidence. non. Tu raison. Aujourd'hui, là, quand tu vois les robots qu'on voit qui dansent, machin, etc. Alors moi, j'ai pas envie de remplacer mes monteurs, c'est sûr, mais il faut se voir comment la manutention, par exemple, qui est pénible. Moi, j'aimerais bien supprimer la manip. Aujourd'hui, tu as des petits robots motorisés qui te suivent, bah, comme ton drone qui te suit quand tu vas courir. Bah, tu peux avoir ton petit plateau qui te suit sur roulette, le chariot il décharge dessus, il suit le monteur, et puis après le monteur il monte son De échafaudage. toute façon, tu as raison. Le sens et la pénibilité, c'est les sujets de demain, hein. C'est ça. Et là, il ne faut pas aller à l'encontre, parce que de toute façon, tu te heurtes à un mur. Clair. L'évolution, elle est là. Ah non, mais de toute façon, on en parlait il n'y a pas très, très longtemps sur ce plateau. Il y avait Luc Ferry qui a écrit un bouquin là-dessus sur l'IA, donc qui appelait ça le grand remplacement ou pas. La question n'est pas de savoir si on va monter dans le train. Le train, il roule déjà. C'est est-ce qu'on va attendre qu'il aille trop vite pour monter dedans? Il faut monter dedans, quoi qu'il arrive. Et la deuxième question, c'est tes collaborateurs qui sont précieux, parce que nous, moi, je ne fais rien sans mes collaborateurs. C'est ceux qui sont dans le wagon 7, s'il y a de l'IA qui va remplacer, il faut pouvoir les mettre dans le wagon 3. T'as raison. C'est-à-dire qu'ils restent dans la boîte, on a d'autres postes, d'autres fonctionnalités, etc. Faut anticiper tout Donc ça. c'est comment on anticipe ça pour garder tes troupes motivées avec plus d'expertise et les faire accompagner sur des sujets qui sont un peu techno et qui sont super sympas à travailler. On arrive presque au terme de cet entretien. Il me reste un pouvoir magique que je donne à tous mes invités ici, qui est le pouvoir du CTRL-Z. Le CTRL-Z, c'est un raccourci clavier en informatique qui te permet de revenir sur quelque chose. Toi, je vais te proposer de revenir, quel que soit le mode, c'est-à-dire que ce soit professionnel ou privé, sur un élément de ta vie, maintenant que tu connais la suite du chemin et du parcours, et tu ferais différemment, plus fort, plus vite, ou pas du tout. Quel moment tu as choisi, toi? C'est une question un peu compliquée parce que des erreurs, j'en ai faites. Moi, celles qui m'ont le plus, qui pourraient avoir eu plus d'impact sur moi-même, c'est les horaires liés à l'humain. Ouais. Parce que les horaires business, ben voilà, c'est pas grave, ça on s'en remet. Ouais. Et c'est là où tu apprends, tu dis j'aurais dû gérer telle personne de façon différente, etc. Voilà, c'est ces erreurs-là. Mais si j'avais ce pouvoir magique, eh ben, je te le rendrais. Je ne l'utiliserai pas parce que c'est ces erreurs qui m'ont construit, qui ont fait mon parcours aujourd'hui. Et si je ne les faisais pas, peut-être je serais différent aujourd'hui. Donc non, je regrette rien. J'adore. Bravo. Merci de ton temps, parce qu'on sait qu'il est précieux. Tu viens de terminer ton Dixit, dis donc. Bravo. Ah bah, je suis content. J'espère que les auditeurs seront passionnés par ce nouveau champ. Merci à toi. Voilà, parce qu'effectivement, peut-être qu'on a donné de la lumière à un secteur qu'on n'avait pas beaucoup et qui était plein d'idées préconçues, des choses comme ça. C'est de la techno, c'est des nouveaux métiers qui avancent, c'est la fierté de nos nations, c'est de bâtir des choses. C'est des hommes, des hommes et des femmes. Merci à toi. Éric Limassey est le président de l'Air France. Merci pour ton temps. On se retrouve très vite. Olivier. On va vous mettre en dessous de cette vidéo toutes les informations qui vous permettront d'aller prendre de l'info sur l'Air France. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.